Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 mai 2021. Comme vous le savez très certainement, la semaine dernière était dédiée à l'inflation. Nous avons pris connaissance de plusieurs données et donc ce sera encore le thème de cette vidéo, donc de ce point hebdomadaire. L'inflation effraie les investisseurs. Alors tout d'abord, je tenais à vous informer que j'avais eu un petit problème technique ce matin, donc je n'ai pas été en mesure de vous transférer le Good Morning Market. Alors on fera un point sur les différents marchés dès demain pour le prochain GMM, demain matin, comme d'habitude, car le problème technique est réglé. Alors on en revient à ce point hebdo, l'inflation effraie les investisseurs. Avant de débuter, comme à notre habitude, nous allons commencer par un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Donc, tout d'abord, les top news, les principales actualités de ce début de semaine, de ce lundi 17 mai 2021. Alors, les marchés restent optimistes, hein, malgré les données d'inflation alarmantes. Le gold est au-dessus des 1850 dollars l'once, alors que le FOMC ignore les risques d'inflation, des risques inflationnistes qu'il qualifie de transitoires, ce qui pourrait ne pas être le cas. Nous allons le voir et nous allons voir surtout pourquoi. Alors, nous avons pris connaissance de certaines données, des données décevantes en provenance de Chine, de détails. Mais cela a suscité l'espoir de nouvelles mesures de relance. Donc, encore une fois, une mauvaise nouvelle qui est une bonne nouvelle. Et Elon Musk, qui a frappé de plein fouet la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin, par le biais de Twitter, hein, en disant que Tesla était en train de se débarrasser ou allait se débarrasser de ces bitcoins. Alors Elon Musk a démenti très tôt ce matin, mais il n'empêche que le bitcoin a perdu du terrain. Et les contrats d'émissions à gaz à effet de serre en hausse de 9% et 26% le mois dernier. Alors pour le moment, ce qui explique cette hausse, c'est que les investisseurs sont en train de spéculer sur le rythme de la reprise en Europe. Et donc ces contrats sont très recherchés, ce qui explique cette forte hausse. À noter également que les tensions au Moyen-Orient ont pour le moment peu d'impact sur le marché. Alors, comme en atteste le graphique de droite, hein, on retrouve ici les attentes d'inflation, car ce n'est pas seulement l'inflation qui monte, ce sont également les attentes inflationnistes. Nous avons pris connaissance vendredi dernier de ces données, on peut le voir, des attentes d'inflation qui montent en flèche aux États-Unis. Et donc cette menace est en train de se concrétiser de plus en plus. Alors, tout d'abord, on va aborder les données de la semaine dernière, notamment sur les ventes aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu la semaine dernière beaucoup de données majeures, hein, en provenance des États-Unis. Il y a eu l'inflation américaine qui a été beaucoup plus élevée que prévu. Nous allons détailler ce sujet lors du focus de la semaine, donc c'est la prochaine section que nous allons aborder. Nous avons pris connaissance également des chiffres des ventes au détail et de la production industrielle aux États-Unis qui sont ressortis inférieurs aux attentes. Mais il faut noter tout de même que les chiffres des ventes au détail du mois dernier ont été révisés à la hausse. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'un rapport sur les ventes de détail décevant, en dessous des attentes, n'est pas obligatoirement synonyme de faible demande, hein. On peut le voir sur le graphique de gauche. Les données, les ventes sont toujours au-dessus de la ligne de tendance qui est basée sur l'activité de 2018 à 2019. Alors, à noter que pour le moment, les consommateurs, les ménages sont en train de dépenser les fonds qu'ils ont perçus des différentes mesures de relance. Il y a également une certaine demande refoulée qui joue un rôle important, hein. Nous n'étions pas en mesure de consommer. Nous avons donc reporté notre demande. C'est une demande refoulée. Et donc, ça joue également un rôle important sur les données à l'heure actuelle. Donc voilà concernant les ventes au détail, certes inférieures aux attentes, mais on garde en tête qu'on est largement au-dessus de la trendline, de la ligne de tendance de 2018 à 2019. Le focus de la semaine, nous allons parler inflation comme la semaine dernière et nous allons essayer de comprendre quelles sont les conséquences de cette inflation sur les actions. Bien plus que cela, on va essayer de se baser sur des corrélations. On va voir s'il y a une corrélation entre l'inflation et l'évaluation des actions.
Bien entendu, il y en a une et nous allons le voir, nous allons étudier plusieurs corrélations très intéressantes, plus ou moins précises, mais celle qui nous intéressera le plus sera la corrélation entre l'inflation et les actions. Il faut savoir que les valorisations sont extrêmement tendues à l'heure actuelle et effectivement, une inflation élevée pourrait entraîner les indices en repli. On va essayer de voir s'il y a d'expliquer, de voir cette corrélation et le plus intéressant sera comment prouver cette corrélation justement. Alors tout d'abord, on va s'intéresser donc à cet IPC américain, IPC aux États-Unis qui a augmenté de 4,2% en glissement annuel pour le mois d'avril et c'est le rythme le plus élevé depuis 2008. Par ailleurs, l'inflation de base a grimpé de 3% en glissement annuel pour atteindre des niveaux que l'on n'avait pas revisités depuis le milieu des années 90. Alors, les données dont nous avons pris connaissance concernant l'inflation sont bien plus mauvaises qu'attendues et pour le moment, la Réserve fédérale américaine a maintenu que la hausse de l'inflation ne serait que transitoire. Mais est-ce qu'elle a raison? Est-ce que cette position de la part des différents intervenants de la Réserve fédérale américaine est justifiée? Nous allons essayer de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, on va décanter cette inflation, essayer de voir d'où provient principalement la hausse. Est-ce qu'il y a un effet de propagation de l'inflation? Alors, jusqu'à présent, depuis le mois de mars, la hausse de l'inflation était causée principalement par l'augmentation des prix du carburant. On retrouvera ici transport, private, motor fuel. Vous voyez ici cette hausse considérable qui explique la hausse de l'inflation, mais également pour le mois de mars. Donc c'était ce qui expliquait la hausse de l'inflation, principalement la hausse des prix du carburant. Et effectivement, c'est un effet transitoire. Et il y a eu également une contribution assez élevée concernant les voitures d'occasion, mais c'est une contribution qui ne va pas se maintenir à long terme. Donc c'est un effet transitoire. Cependant, la pression inflationniste est en train de s'étendre sur d'autres catégories, notamment l'habillement, l'équipement, les équipements ménagers et les loisirs. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que nous avons des prix des loyers qui montent petit à petit et également les prix des transports publics. Ici, vous retrouverez les différentes catégories qui composent l'inflation. Ça nous permet de constater la contribution de chacune de ces catégories. Alors, lorsque ces facteurs temporaires se seront évaporés, lorsqu'ils se seront atténués, on pourrait avoir une inflation au-dessus du seuil de 2%, malgré cela. Donc, ce qu'il faut garder en tête également, c'est que les prochaines données seront capitales. On a pris connaissance la semaine dernière des données pour le mois d'avril et les données pour le mois de mai pourraient atteindre les 5%. Donc voilà concernant l'inflation, voilà comment se décante cette inflation selon les différentes catégories. On retrouve que ce soit de l'immobilier, que ce soit de l'alimentaire, du matériel, de tout ce qui est carburant, transport public, les soins, tout est ici. Et donc, voilà les conclusions. Nous avons parlé des différentes conclusions qu'on peut en tirer. Et donc, il y a une espèce de contagion, si je puis dire, une inflation qui est en train de s'étendre à d'autres catégories. Ce qui fait effectivement que cette position de la Réserve fédérale américaine pourrait ne pas être justifiée. Jérôme Powell pourrait avoir tort. Alors, à présent, on va s'intéresser justement à la corrélation. Alors, la question que l'on se pose, c'est la suivante. Est-ce que l'inflation a un effet négatif sur le cours des actions? Car si nous sommes ici, si nous nous intéressons à l'inflation, c'est bien pour répondre à cette question. On veut savoir s'il y aura un effet sur les actions et donc sur les indices boursiers et donc sur Wall Street. Alors, si on venait à comparer le taux d'inflation annuel avec le rendement de l'indice S&P 500, donc on retrouve ici en abscisse le taux d'inflation annuel sur 12 mois et on retrouve ici le rendement du S&P 500 sur 12 mois. Alors, ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a aucune relation avec ces données. Il y a une ligne de régression avec une pente légèrement négative, mais les données sont distribuées de manière aléatoire. Le graphique est très aléatoire. Donc, on va essayer d'affiner, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut, comment expliquer justement, comment démontrer cette corrélation. Pour le moment, cette relation ne l'explique pas. Les données sont aléatoires malgré une ligne de régression à pente négative. On voit la distribution des données, elles sont très éparpillées. Donc, inflation à 12 mois avec le rendement du S&P 500, ça ne fonctionne pas. On va s'intéresser à présent
un autre graphique. Sur l'axe X, on retrouvera la variation annuelle du taux d'inflation. Par exemple, on avait cette inflation pour le mois d'avril qui était à 4,2%, alors qu'il y a un an, elle était de 0,3%. Donc la variation annuelle est de 3,9%. Donc c'est ce que représente l'axe X. Cette variation annuelle, on prend d'une année à l'autre la différence. L'axe Y, nous avons le rendement des 5 prochaines années, donc sur 60 mois. Ici, ce que l'on peut remarquer, rendement du S&P 500, hein, bien entendu, l'axe Y est ici, l'axe des X est ici, à l'horizontale. Ce que l'on remarque encore une fois, nous avons une ligne de régression avec une pente négative, légèrement inclinée, mais c'est déjà plus incliné que le graphique précédent. Et il faut noter également que les données sont aussi éparpillées. Mais la relation semble un peu plus justifiée. Et ce que l'on peut noter, c'est que lorsque nous avons une inflation de plus de 2%, voici l'inflation, hein, lorsqu'elle est supérieure à 2%, vous voyez ici, les 5 années qui suivent, car c'est sur 5 ans, n'ont jamais été favorables pour les marchés actions. Alors bon, c'est une conclusion qui n'est pas fiable à 100%, mais c'est une première remarque, première information que l'on peut tirer de ce graphique lorsque le premier ne nous donnait pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Donc à présent, on va aller vers quelque chose d'un peu plus précis, des relations qui nous donneront de meilleures informations, ce qui nous permettra de comprendre, d'en conclure effectivement cet impact de l'inflation sur les actions et donc sur les indices américains. Alors voilà, donc sur ces graphiques, on aura beaucoup plus, on pourra tirer beaucoup plus de conclusions, hein, comme vous pouvez le remarquer. Les données sont beaucoup moins aléatoires, on est regroupé aux alentours de la ligne de régression, c'est beaucoup moins éparpillé, hein. Donc concrètement, ce que l'on dit, c'est que les données sont moins aléatoires. Et donc les relations, ces deux relations sont beaucoup plus significatives, hein. Ça représente pratiquement la même chose. Ici, on va parler de ce ratio PE, le price earning. C'est un ratio, ça permet de valoriser donc des entreprises par rapport aux 10 ans américains. On va voir les deux versions. On va voir le PE, le forward PE, le PE prévisionnel, mais également un autre forward, le PE de Shiller, hein. C'est un ratio qui est ajusté au cycle. Et donc concrètement, ce sont pratiquement les mêmes données. Alors là, nous nous situons ici, à l'heure actuelle, sur ces points noirs. Alors la première chose que l'on peut constater, plus le rendement américain à 10 ans et le rendement américain est situé à ce niveau-là, plus le rendement américain est élevé et plus nous avons un PE qui est faible. Car effectivement, vous voyez, avec par exemple un 10 ans américain à 8%, le PE est faible. Lorsque ce dernier est à 2%, le PE est élevé. Donc déjà, nous retrouvons cette relation sur les deux graphiques, que ce soit sur la version forward price earning, forward PE, ou bien sur le ratio PE de Shiller, qui est ajusté au cycle. C'est exactement la même chose. Nous avons ici un 10 ans américain qui est faible, nous avons un PE élevé. Lorsque le 10 ans américain est élevé, à 8% par exemple, les PE sont beaucoup plus faibles. Vous voyez toutes les données. Ah, excusez-moi, j'ai changé de slide sans le faire exprès. Donc là, c'est la première conclusion que nous pouvons en tirer. Donc la relation est la suivante, c'est celle que nous venons de décrire. Et donc, on en conclut qu'une hausse des rendements américains, que l'on retrouve ici en horizontal, est négative pour la valorisation des actions. C'est la conclusion que l'on vient de tirer. Et donc actuellement, nous avons des valorisations extrêmement élevées, extrêmement tendues sur le marché actions. Et donc, concrètement, c'est vraiment la crainte lorsque nous voyons actuellement le 10 ans américain progresser, c'est de voir donc les indices chuter brusquement et on a déjà pu le constater, hein. Pour l'heure, on est encore très bas concernant le 10 ans américain, mais on pourrait continuer cette progression et dans ce cas-là, ça pèserait lourdement sur la valorisation des actions. Donc voilà pour cette relation extrêmement intéressante, hein, qui nous montre effectivement qu'il y a une relation entre le 10 ans américain et une relation entre la valorisation des actions. Alors à présent, on va s'intéresser à ces deux graphiques qui sont également
Très intéressant. Alors ici, ce que l'on peut noter, c'est que tout d'abord, la distribution des données est beaucoup moins aléatoire. Donc nous avons une ligne de régression sur la gauche à pente positive. Sur la droite, nous avons une ligne de régression à pente négative. On a parlé de la valorisation des actions. On a parlé donc du 10 ans américain. On va inclure l'inflation à présent dans notre analyse. Alors sur le graphique de gauche, on peut le voir, nous avons une forte corrélation entre le taux d'inflation que l'on retrouve en bas en axe des abscisses et le 10 ans américain que l'on retrouve en axe désordonné. Donc cette corrélation est évidente avec des données qui sont avec une distribution des données qui est beaucoup moins aléatoire. Alors à l'heure actuelle, par rapport à l'inflation à laquelle nous faisons face, à laquelle les États-Unis font face à l'heure actuelle selon les données dont nous avons pris connaissance la semaine dernière, nous avons un rendement qui est beaucoup plus bas que ce que cette relation ne suggère. Vous voyez, on est vraiment sur la borne basse. On se retrouve à ce niveau-là avec un taux d'inflation dont nous avons pris connaissance à ce niveau. Et donc concrètement, le 10 ans américain devrait être beaucoup plus élevé. Donc on est vraiment sur la borne minimale, si je puis dire, on est sur la borne basse du 10 ans américain par rapport à l'inflation constatée à l'heure actuelle. Alors sur le graphique de droite à présent, donc nous avons cette corrélation entre les rendements, entre le PE et l'inflation. Donc ce que l'on peut en tirer, c'est que au vu de ce graphique, une inflation plus élevée est négative pour les valorisations. Vous voyez ici, c'est une pente négative, c'est-à-dire plus l'inflation est élevée, plus la valorisation des actions est faible. Et donc, vu la distribution des données, on peut clairement conclure que l'inflation est un réel danger pour la valorisation des actions et donc pour les indices boursiers. Donc, concrètement, comme on peut le voir, au vu de l'inflation, et nous avons une valorisation extrêmement élevée, l'inflation actuelle ne devrait pas permettre un tel niveau de valorisation de Wall Street. On devrait se situer dans ces environs-là. Donc les valorisations sont extrêmement tendues, elles devraient être beaucoup plus faibles compte tenu du taux d'inflation actuel. Donc concrètement, seule une baisse de l'inflation pourrait justifier une telle valorisation du marché action et donc permettre une poursuite du marché haussier et des indices. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit tout de même, c'est que l'inflation n'est pas le seul facteur qui affecte les niveaux de valorisation, mais c'est un facteur qui est bien loin d'être insignifiant et ça pourrait être un facteur déterminant. Donc, ce que l'on ressort de ces deux graphiques, à l'heure actuelle, le 10 ans américain est très faible par rapport au niveau d'inflation, on est sur un niveau extrêmement faible et la valorisation des actions est extrêmement élevée par rapport au niveau d'inflation. On va s'intéresser à présent à ce qui nous attend cette semaine avec notamment les minutes du FOMC et les indices PMI. Alors, le calendrier, donc bien entendu, donc le titre, hein, ce sont les données qui seront les plus attendues cette semaine, hein, FOMC, PMI pour le mois de mai. Aujourd'hui, New York Empire à 14h30, les données pour mai. Mardi, ce seront des données du Royaume-Uni concernant le marché du travail à partir de 8h pour le mois de mars et d'avril. Aux États-Unis, à 14h30, les mises en chantier pour le mois d'avril. Mercredi, Royaume-Uni à 8h du matin avec l'inflation pour le mois d'avril et au Canada à 14h30 et enfin à 20h les minutes du FOMC. Dès jeudi, données en provenance d'Australie, 3h30 du matin, ce sont les données pour avril concernant l'emploi. Et enfin, vendredi, ce sera une séance PMI Flash au Japon, en Europe et aux États-Unis. On prendra également connaissance dans l'après-midi à 16h des ventes de logements existants aux États-Unis. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces chiffres, ces rapports concernant les PMI seront extrêmement suivis, notamment leurs composantes sur les prix, mais aussi l'impact de la disponibilité des composants sur l'activité économique. Et concernant les minutes du FOMC, ce qui sera très attendu, hein, ce seront les différentes références par rapport à l'inflation. Encore une fois, est-ce que l'on va soutenir que c'est un phénomène transitoire, mais ce qui sera également très attendu, ce seront bien entendu des indices concernant la réduction de l'assouplissement quantitatif, car il s'agit bien de cela. On attend des indices, on attend un tapering
concrètement de la part de la Réserve fédérale américaine. Et ce qui pourrait pousser la Réserve fédérale américaine à stopper, à diminuer sa politique ultra accommodante, c'est bien entendu l'inflation. Donc sur la droite, vous retrouverez donc ces mises en chantier hein, qui ont été justement un indicateur du cycle économique, que ce soit, mais également hein, concernant les marchés boursiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue historique, ces données de mise en chantier ont signalé à maintes reprises une surchauffe de l'économie, mais pour le moment, on est bien en dessous hein, des niveaux extrêmes comme on peut le constater. Donc voilà pour ce qui nous attend cette semaine. Bien entendu, comme d'habitude, l'inflation reste dans tous les esprits, mais cette fois-ci, on attendra des commentaires de la part de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que le FOMC nous donnera des indices quant à un éventuel tapering? Et donc sur ce point hebdomadaire concernant l'inflation touche à sa fin. On se donne rendez-vous dès demain matin pour le prochain Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne journée et une excellente fin de séance de trading. Au revoir.